Mais avant tout cela, j'ai une interrogation. Y a-t-il du génie sans un grain de folie ? On n'est pas au bac, hein, rassurez-vous, c'est Aristote qui s'est posé cette question. Et c'est chez lui que nous allons maintenant au nord de la Grèce, dans cette partie du pays où la végétation semble plonger dans la Méditerranée. C'est ici que le jeune Aristote va découvrir la philosophie, en observant la nature. Au nord de la Grèce, les presqu'îles de la Chalcidique plongent dans la mer Égée. C'est dans ce qui s'appelle alors le royaume de Macédoine que naît, 4 siècles avant Jésus-Christ, le célèbre philosophe grec Aristote, dans une cité antique où les murailles de pierre longent les eaux transparentes. Il sera l'élève de Platon, autre grande figure de la philosophie antique, et le précepteur du futur roi, Alexandre le Grand. Exilé à Athènes pour étudier, il gardera la nostalgie de cette nature macédonienne généreuse, de cet univers marin, peuplé d'animaux et de plantes. Aristote est considéré comme le fondateur des sciences, de la métaphysique et de la logique. Il développe une philosophie de la nature qui se fonde sur des observations concrètes. La mer, les arbres, les plages, les montagnes, les rochers. Je pense que c'est le paysage que voyait Aristote il y a quelques milliers d'années. C'est comme si rien n'avait changé depuis. La mer ondoie sous le soleil de la même façon. Citonia est la deuxième presqu'île verdoyante de la Chalcidique et réputée pour être la plus sauvage. De vastes forêts de pins descendent jusqu'au sable blanc et flots azur. Nous pouvons imaginer Aristote marcher dans cette nature, être inspiré par elle. Il nous recommande de nous délecter de la nature, de vivre la nature, de nager dans la nature. Les questionnements de sa philosophie naissent de l'observation de la nature. En toute partie de la nature, il y a des merveilles. La nature fait toujours les choses les plus belles et les meilleures. L'harmonie, la perfection de la nature, telle que l'observe Aristote, c'est une perfection logique. Il l'écrit. La nature ne fait rien au hasard. Pour lui, il y a une explication à toute chose. L'homme doit découvrir les relations cachées de chaque élément entre eux. C'est ça le début de la science. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Rien de ce qui l'entoure ne semble échapper au désir de connaissance d'Aristote, et une grande partie de son œuvre est consacrée à la biologie. Aristote est le premier scientifique accompli. Il ne s'est pas contenté de photographier ce très beau paysage naturel, mais il a aussi voulu l'interpréter. Ainsi, il a abouti à des catégorisations. Il a classifié les animaux et les plantes sur la base de leur fonctionnement intérieur, et pas seulement sur des ressemblances extérieures. Il est le fondateur de nombreuses sciences. Non seulement le fondateur, mais aussi celui qui inspire des scientifiques contemporains à repenser le monde. Aristote quitte sa région natale enfant, à la mort de ses parents, et y reviendra seulement 30 ans plus tard. Il est appelé alors par le roi Philippe II pour parfaire l'éducation de son fils, Alexandre. Le philosophe établit son école à Mieza, l'actuelle Naoussa.
La région étend toujours ses vallées fertiles sur les contreforts du mont Vermion, à l'ouest de la province actuelle de la Macédoine grecque. C'est dans ce nymphéum, un sanctuaire dédié aux divinités des sources et transformé en école en plein air, qu'Aristote transmet son enseignement au futur Alexandre le Grand et aux enfants de la noblesse macédonienne. Avec eux, il discourt en marchant le long des rivières et des cascades. Les forêts et les montagnes sont le terrain propice aux expériences, l'expérience qui est au cœur de sa pédagogie. Ce pays de Muse et de Bacchante est connu pour ses cépages, dont le réputé Xinomavro. Dans l'Antiquité, le vin est la boisson de Dionysos. Il fait l'objet d'un véritable rituel auquel il faut être initié. Le sage Aristote aurait dit « L'art et le vin, joie supérieure des hommes libres. » Aristote, un des plus grands philosophes grecs, a parlé du vin. Et c'est intéressant car le vin était un élément important de la vie quotidienne des Grecs anciens. Le vin était bu dans des banquets appelés symposiums. Plus qu'un simple festin, le but de ces assemblées d'hommes, aristocrates pour la plupart, était la rencontre entre esprits élevés. Le débat y était maître, et l'étiquette voulait que les invités se baignent avant d'y assister. Aristote le précise, il est incorrect de venir au colloque couvert de sueur et de poussière. Dans les symposiums, le vin était essentiel parce qu'il aidait les participants à s'exprimer librement, à dire ce qu'ils ressentaient réellement, à partager leurs connaissances avec les autres invités. C'est ainsi que surgissaient la science, la philosophie, la politique. Le vin pour les anciens aide à libérer les sentiments et la volubilité des hommes. C'est pour ça aussi que le vin était toujours mélangé à l'eau, pour les aider à s'exprimer librement, tout en restant sobre. Le vin de l'Antiquité est épais, lourd, parfumé avec des plantes aromatiques, du miel, de la résine, pour le conserver plus longtemps. Il n'est jamais consommé pur et doit être précisément dosé pour ne pas atteindre l'ivresse. Aristote, en fils de médecin, décrit précisément les étapes de l'ébriété. Il existe bien un art de boire qui mène à la création et à la philosophie. Le vin semble, en abondance, susciter les mêmes personnages que nous disons mélancoliques et créer, quand on boit, les manières d'être les plus diverses. Il rend les gens irascibles, bienveillants, compatissants, hardis. Aristote était un de ces philosophes qui considérait que dans la vie de tout homme, il doit exister de la mesure, du juste milieu. Et la consommation de vin devait respecter cette règle. Cela montre qu'il était lui-même un homme mesuré, qu'il considérait que c'est seulement avec la mesure que l'humanité peut progresser. Après Naoussa, Aristote se marie et retourne dans sa ville natale, Stagyre. Le site antique est tout proche du petit port de pêche d'Olympiada. Seuls quelques centaines d'habitants peuplent aujourd'hui ces rives. Et difficile d'imaginer que la colline, juste à côté, abritait une cité antique florissante. Perchée sur une falaise, la ville est créée au 7e siècle avant Jésus-Christ par des colons venus du Nil de la mer Égée. Entourée de montagnes riches d'or et d'argent, elle devient vite indépendante et servira de modèle pour la pensée politique d'Aristote sur le sens de la polis qui signifie cité en grec. La polis, une communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles. Comme Aristote dit dans les livres de politique, la ville, pour être une ville idéale, il faut avoir de l'autarcie.
Autarcie, c'est un mot grec qui signifie suffisante à soi-même, aux ressources naturelles. Dominant la ville, l'acropole abrite l'armée et les habitants en cas d'attaque ennemie. La forteresse est érigée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ pour contrer les velléités d'expansion de l'Empire perse. Du point de vue esthétique, on peut dire que les remparts sont beaux, quoi. Il y a une beauté caractéristique, spécialement à l'extérieur des remparts. On peut peut-être évoquer les paroles d'Aristote quand il parlait des villes. Il a dit qu'il faut non seulement entourer une ville des remparts, mais il faut en plus faire un ornement de façon à ce que les remparts soient beaux. Donc si les ennemis voient qu'il y a une beauté aux remparts, ils sont beaucoup moins agressifs. Stagir est une cité libre au milieu d'un royaume, celui de la Macédoine. Les habitants y défendent l'esprit démocratique importé des villes grecques du Sud qui se pratique dans le Bouleuterion, le lieu où se rassemblent les citoyens. Ici, on se trouve dans le centre de la ville de Stagira, dans le lieu où s'exprime toute la vie politique de la ville. C'est le portique où il y a des colonnes. On voit la colonnade, une colonnade dont on voit les bases des colonnes qui supportaient un toit. Et autour du portique, on voit des bancs où ils étaient assis, les seigneurs ou les élus, les citoyens de la ville, pour prendre des décisions pour la ville. Aristote a vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans. Il a été peut-être influencé par des débats politiques. De sa naissance jusqu'à sa mort, Aristote sera le témoin de systèmes politiques que tout oppose. Il en résulte que la tyrannie est le plus mauvais des gouvernements. En seconde ligne vient se placer l'oligarchie, tandis que la démocratie est la plus supportable des trois. Aucun de ces trois systèmes n'est parfait pour Aristote. Son idéal, ce sont des citoyens éduqués, car, dit-il, la politique est l'art de commander à des hommes libres. D'après les textes anciens, les habitants de Stagir auraient réclamé la dépouille du philosophe le plus illustre de la Grèce, mort loin de sa ville natale. Les Stagirites n'ont jamais oublié Aristote. Il a eu le privilège d'être enterré dans le centre de la ville, dans un lieu que les Stagirites ont appelé Aristotélion. Et dans ce lieu, devant la tombe, ils ont construit un autel. Et dans la tombe, c'était l'assemblée de la ville qui s'y réunissait. Aujourd'hui encore, la pensée d'Aristote continue d'irriguer la philosophie moderne. Cet esprit universel s'est épanoui sur cette terre baignée de lumière de la Macédoine grecque. Aristote a eu de nombreux élèves. On vous a parlé à l'instant, par exemple, d'un certain Alexandre le Grand. Son meilleur ami s'appelle Bucéphale. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Certains chevaux sont célèbres. Comanche, le seul survivant de la bataille de Little Big Horn, Japelou, le champion olympique, ou Albe, le cheval d'Henri IV, qui n'était pas blanc. Mais le plus connu au monde, c'est lui, Bucéphale, le dada d'Alexandre le Grand. Dans sa vie, Alexandre eut un maître, et il est grec. Aristote lui a appris l'art de raisonner, la logique, la philosophie, la tragédie, l'Iliade et l'Odyssée. Il sait tout, Aristote, sauf monter à cheval. Il était piètre cavalier. En revanche, le père d'Alexandre, Philippe II de Macédoine, est lui aussi à l'aise dans ses étriers que dans ses baskets, enfin dans ses sandales pour rester dans le contexte historique. C'est lui qui achète Bucéphale, assez cher d'ailleurs, 13 talents d'après l'historien Plutarque, ce qui en fait le canasson le plus onéreux de l'époque. Pour ce prix-là, c'est un bel étalon. Assez grand, 1,60 m au garrot, impossible d'en connaître la couleur, selon les sources il est noir, alezan, marron, et ce nom curieux, Bucéphale, en grec ça veut dire tête de bœuf. En fait, il a plutôt un caractère de cochon.
Personne ne peut le monter, seul Alexandre va réussir. L'élève d'Aristote fait ce que son maître lui a appris, il observe et se rend compte que Bucéphale est agité parce qu'il a peur de son ombre. Il le place donc face au soleil et finit par l'enfourcher. Bucéphale est la première conquête d'Alexandre. C'est la seule relation affective d'un homme avec son cheval racontée dans l'Antiquité. Sur son destrier, Alexandre va conquérir le monde de la Grèce à l'Égypte jusqu'à l'Inde. Bucéphale n'a peur de rien, même pas des gros éléphants rencontrés dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. C'est au cours de cette bataille qu'il est blessé. Il meurt peu de temps après. Et sur sa tombe, Alexandre fonde une ville, Bucéphalie. Il lui devait bien ça. Imaginons un peu qu'aurait été ce conquérant sans son cheval. Rien. Alexandre le Grand lui doit une partie de son empire. Alors, on dit merci qui ? Merci, Bucéphale.